Alors, révision sur les chapitres verts, céramique et matériaux innovants dans un premier temps, puis on révisera ensuite la nature ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Alors tout d'abord, sur la partie céramique, déjà il faut savoir que céramique, ça vient de kéramos. Kéramos, ça veut donc dire argile. Donc les argiles, il y en a 4 types qui appartiennent à 4 familles de céramiques qu'on appellera des céramiques traditionnelles. Alors on a tout d'abord les poteries, qu'on appelle aussi terre cuite, qui est donc un argile formé de feldspath, de mica et de quartz. Ces poteries, on va pouvoir les colorer avec des colorants. Donc ces colorants, enfin plutôt c'est des pigments, pardon, pour colorer. On a l'oxyde de fer, qui donne une couleur rouge. On a l'oxyde de cuivre aussi, de l'oxyde de chrome, qui vont colorer en fait ces poteries. Ensuite, on a la phase de cuisson à 980 degrés Celsius, et ça pendant 7 heures. Et donc pendant cette phase de cuisson, il va se passer différentes transformations. Tout d'abord, les feuillets de grains d'argile qui vont fondre vers 800 degrés, avec un fondant, avec quelques espaces vides entre les grains. Donc c'est pour ça que la poterie, ce sera donc un matériau qu'on pourrait qualifier de matériau poreux. C'est une des propriétés de la poterie. Ensuite, la deuxième famille, c'est un matériau non poreux par contre, ce sont les faïences. Alors les faïences, c'est en fait de la terre cuite sur laquelle on va déposer de l'émail. Donc c'est aussi de l'argile avec du feldspath, du mica, peint à la main, mais une cuisson avec vernis transparent ou coloré, donc qui est donc l'émail. Et là, cette fois-ci, on aura les mêmes opérations, mais le matériau donc sera donc à la fin non poreux. Une nouvelle famille de céramiques, ce sont les grès. Ce sont donc des terres cuites à haute température, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'argile, ce ne sera pas tout à fait le même, ce sera un argile de couleur gris. Alors toujours constitué de feldspath, de mica, mais cette fois-ci de silice et d'alumine. Pareil, on peut aussi colorer les grès avec toujours pareil l'oxyde de fer, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de chrome. Et cette fois-ci, la cuisson, au lieu d'être à 980 degrés pendant 7 heures, elle est à 1200 degrés. Donc là, comme tout à l'heure, on a une transformation des feuillets de grains d'argile qui vont fondre avec les feldspaths. Mais là, cette fois-ci, à 950 degrés avec un fondant. Et là, cette fois-ci, la nouveauté, c'est qu'on va avoir formation d'écailles de mulite. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura plus le vide qu'il y avait dans les poteries ou les faïences, puisque comme ça va fondre, on va avoir des écailles de mulite, donc ça va vitrifier l'ensemble. Donc les propriétés du grès, ce sont la vitrification, c'est un matériau vitrifié, et comme il est vitrifié, il n'y a plus de vide à l'intérieur, c'est un matériau beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense et résistant. Donc voilà les caractéristiques du grès. Et enfin, la dernière catégorie de céramique traditionnelle, ce sont les porcelaines. Les porcelaines, c'est un argile blanc qu'on appelle le kaolin, qu'on trouve du côté de Limoges, auquel on ajoute toujours du feldspath et du quartz. On peut aussi colorer la porcelaine par des techniques de transfert ou la peinture à la main. La cuisson, elle se fait aussi à 1200 degrés, puis une deuxième cuisson a lieu à 1400 degrés avec de l'émail. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On a toujours les grains d'argile, les feuillets qui sont en grains d'argile, le feldspath, le quartz fond, les écailles de mulite qui se sont formées vont ensuite se transformer en aiguilles de mulite, et donc en fait tout va fondre et va former un mélange complètement homogène à l'arrivée. Alors c'est quoi les propriétés de la porcelaine? C'est que c'est un matériau blanc, vitrifié, translucide, on peut essayer de voir à travers la lumière, et ça résonne comme du cristal. Donc voilà les 4 familles de céramique qu'on qualifie de traditionnelles. Ensuite, on verra les céramiques techniques. Alors, pour fabriquer une céramique, on a vu donc il faut d'abord fabriquer la terre, ensuite façonner, modeler. Une fois qu'on a fait le façonnage, on va passer à la phase de décoration, et enfin la phase de cuisson, qu'on a vu tout à l'heure selon les différentes familles de céramique traditionnelles. Maintenant, concernant les céramiques qu'on qualifiera de céramiques techniques. Alors les céramiques techniques, c'est un petit peu différent. C'est plus vraiment tout à fait de l'argile, c'est une poudre minérale. Cette poudre minérale, elle se situe d'abord en forme de grains. Et ces grains, en fait, ils ont pas mal d'espace entre eux. Et donc pour passer de cette
cette configuration à cette configuration, on va passer par une phase qu'on appelle une phase de frittage. Alors le frittage, qu'est-ce que c'est? C'est un chauffage à haute température et haute pression. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire chauffer cette poudre céramique dans un four à haute température, mais on va augmenter la pression. Et en augmentant la pression, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que les grains vont fusionner les uns avec les autres, de manière à avoir le moins d'espace possible entre eux. Et ça va avoir quelles conséquences? Ça va avoir des propriétés. Des propriétés qui vont avoir, par exemple, des applications différentes. Par exemple, la résistance à l'usure. Résistance du coup, j'allais dire, à l'usure. Résistance au frottement. Pour les roulements à billes, par exemple. Voilà. Résistance à la chaleur. Par exemple, pour l'aviation, pour l'aérospatiale, par exemple, pour franchir l'atmosphère et résister à des très hautes températures. Et puis, autre application, ce sont des très bons isolants thermiques. Et c'est pour ça qu'on peut les utiliser par exemple pour des fours. Et puis, dernière application dans le domaine médical. Alors dans le domaine médical, il y a plusieurs applications. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir par exemple des propriétés du style matériaux dans un premier temps inertes. Ça veut dire qu'il ne va faire aucune réaction secondaire. Un matériau qu'on pourrait qualifier aussi par exemple de biocompatible, et ça c'est intéressant, biocompatible, intéressant pour des prothèses. C'est-à-dire que ce matériau ne sera pas rejeté par le corps et va permettre par exemple de n'avoir aucun rejet et de pouvoir remplacer par exemple des os. Ou alors on peut aussi avoir des céramiques techniques qu'on pourrait appeler biorésorbables. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que biorésorbable, ça veut dire que ça sera donc inerte, biocompatible, et en même temps, les tissus osseux vont repousser dessus. Donc en fait, le corps va considérer que ce matériau comme un corps osseux. Voilà, donc ça c'est intéressant pour tout ce qui sera donc prothèse dans le domaine médical. Alors, concernant maintenant, après les céramiques, les verres. Les verres font aussi partie de la famille des céramiques. Alors au départ, c'est constitué essentiellement de silice, qu'on appelle le vitrifiant ou l'oxyde formateur. Donc la silice, c'est SiO2, c'est un matériau au départ très ordonné, très régulier, mais le souci c'est qu'ils font à 1800 degrés. Alors les fours qu'on utilise, ils fonctionnent à 1400 degrés. Donc en fait, on doit utiliser quelque chose qui va faire baisser cette température de fusion, et donc détruire un petit peu cette structure cristalline, pour obtenir à la fin une structure qu'on qualifiera d'amorphe. Alors pour ça, il faut trouver quelque chose qui va casser, ce qu'on appellera un fondant ou un oxyde alcalin. Ce sont des oxydes modificateurs. Alors le plus connu, c'est l'oxyde de sodium. Avant, on utilisait l'oxyde de potassium. Donc c'est en fait un oxyde qui va casser certaines liaisons pour avoir quelque chose d'un réseau un peu plus aléatoire. Mais on ne doit pas trop en mettre, sinon le matériau va devenir trop fragile. Donc il va falloir utiliser un autre oxyde modificateur qu'on appellera le stabilisant. Donc le stabilisant, c'est de l'oxyde de calcium. L'oxyde de calcium, justement, va assurer la cohésion de ce matériau amorphe. Voilà. On peut aussi utiliser de l'oxyde de zinc. Et si on veut avoir un verre tout à fait transparent, on va utiliser de l'oxyde de fer qui va compenser la couleur vert clair pour avoir quelque chose de transparent. Alors maintenant, si on veut du pyrex, c'est un verre qui résiste à haute température, il faudra rajouter de l'oxyde de bore. Si on veut fabriquer du cristal, il faudra rajouter de l'oxyde de plomb. Donc voilà les composants du verre. Donc un verre traditionnel, ce sont ces trois composants-là essentiellement. Et si on veut des verres spécialisés, on va utiliser soit l'anhydride borique, l'oxyde de bore, soit l'oxyde de plomb pour du cristal. Alors le verre, c'est un matériau amorphe. Donc en fait, ce verre,
il va avoir une viscosité qui va diminuer plutôt qui va augmenter, pardon, lorsque la température diminue. Ce qui fait que, quand on le sort du four, la préparation verrière est un petit peu une structure un peu visqueuse. Et puis petit à petit, le verre va devenir de plus en plus solide. Et là, il va y avoir une température à peu près de l'environ de 600 degrés, qu'on appellera la température de transition vitreuse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette température de transition vitreuse? Ben, c'est la température en dessous de laquelle le matériau est solide, cassant, comme du verre, hein, et au-dessus de laquelle le matériau va être liquide, enfin va être plutôt, non pas liquide, mais visqueux. Voilà, contrairement par exemple à une température de fusion où on passe d'un état solide à un état liquide, ben là c'est pas le cas. On passe d'un état solide cassant à un état visqueux. Donc c'est ce qu'on appelle la température de transition vitreuse qu'on va retrouver à peu près par ici. Voilà, donc maintenant on va passer à une autre catégorie de matériaux. Ensuite, après les céramiques et les verres, on va passer aux matériaux composites. Alors les matériaux composites font partie de la catégorie des matériaux innovants. Alors ces matériaux composites, pardon, ils sont constitués d'un assemblage de deux types de matériaux qui vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Il va y avoir dans un premier temps le renfort ou l'ossature et la matrice. Donc le renfort, en fait, généralement, c'est une forme fibreuse qui peut aussi être sous forme pulvérulente comme du sable, qui peut être constituée d'un métal, de verre, de polymère et d'une matrice qui va considérer qui va représenter, pas l'ossature, mais la protection et qui va représenter un petit peu la matrice de la matière. Voilà, des matrices. Alors, on va avoir plusieurs types de matrices. Donc en fait, on va avoir ce qu'on appelle trois types de composites, des CMM. Alors CMM, c'est composite à matrice métallique. Ça veut dire que la matrice peut être métallique. Et par exemple, le renfort pourra être, par exemple, en céramique. On peut avoir des composites à matrice organique. Ça voudra dire, par exemple, toute la matrice sera par exemple en polymère, et on pourrait très bien avoir un renfort en métal, par exemple. Donc on a bien deux familles de matériaux imbriqués l'un dans l'autre, et on a aussi donc, ce qu'on appelle les composites à matrice céramique. Donc voilà les trois types de composites avec trois types de matrices à bien connaître. Voilà. Du coup, ces types de composites, on peut en citer plusieurs exemples. Hein. Par exemple, on peut avoir des composés comme ceci, par exemple, où on a une sorte de quadrillage. Ce quadrillage, ça peut être un quadrillage métallique constitué voilà, de barres de fer, dans lesquelles, autour, on va couler, par exemple, une matrice en céramique, une matrice en béton. Donc, un composite à matrice composite, l'exemple le plus connu que je pourrais vous citer, ça sera par exemple le béton armé. Donc le béton armé, c'est bien un matériau composite. Après, on peut en avoir pour les raquettes de tennis, par exemple, avec les fibres de carbone. On peut avoir, donc c'est pas mal utilisé dans le sport, dans l'aviation, l'aéronautique. Ce sont vraiment des matériaux qui ont des propriétés particulières. On va essayer de voir lesquelles. Alors déjà, ce renfort, on voit aussi qu'il est tissé, qu'il est quadrillé. Et ce quadrillage, il est plus ou moins aéré. S'il est très serré, par exemple, le matériau va être très peu élastique, mais très rigide. Alors que par exemple, si l'espacement est beaucoup plus, le tissage est beaucoup plus espacé, le matériau sera beaucoup plus élastique. Et là, on va jouer sur deux propriétés. L'élasticité, pour les matériaux composites, donc sur des matériaux qui ont une large élasticité, et aussi, autre propriété, une résistance mécanique. Donc ça veut dire qu'un matériau composite peut être aussi résistant résistance mécanique, donc aussi résistant qu'un métal par exemple. Résistance méca. Voilà, donc en fait, autre propriété qu'on va voir dans ce tableau-là. Alors, le tissage du renfort peut être fait par des fibres plus ou moins fines. Donc on aura là ce qu'on appellera le diamètre du filament.
on va jouer aussi sur la masse volumique. Donc on va jouer sur une autre propriété, on pourrait dire la légèreté. C'est un matériau plus léger que par exemple le métal. Et donc c'est intéressant en aviation, c'est pas très lourd. Donc plus la masse volumique est faible, plus c'est léger. Ensuite, le module Young. Le module Young, c'est lié justement à cette fameuse élasticité. C'est-à-dire que ce module Young, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la force d'un matériau correspond au rapport de la contrainte subie par l'élongation qu'elle engendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la force qu'il faut exercer pour arriver à étirer le matériau. Si la force est faible, ici, comme par exemple ici, et ben c'est un matériau qui n'est pas, comment dire, qui est très élastique justement. Et si la force est très grande, ben c'est que c'est un matériau très peu élastique. Voilà. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est ce qu'on appelle la contrainte de rupture. Alors vous voyez, ça se mesure en gigapascal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les matériaux les meilleurs, on voit par exemple ici c'est le carbone, parce que tout simplement sa contrainte de rupture, ça veut dire qu'il faut exercer une force très importante avant qu'il ne se casse. Vous voyez, donc c'est la valeur la plus grande. Donc voilà ce qui permet de caractériser les matériaux composites. Donc bien savoir tout ça. Voilà pour cette partie. Alors juste une dernière chose, bien connaître aussi les matériaux innovants, en connaître quelques-uns. Par exemple des verres électrochromes qui changent de couleur, par exemple lorsqu'on applique une tension électrique, ou qui passent du transparent à l'opaque, ou des verres photochromes, ou des verres thermochromes par exemple. Ou alors bien sûr connaître les propriétés de certains nanomatériaux, comme le dioxyde de titane, qui par exemple permet d'avoir des verres auto-nettoyants. Voilà, par exemple, connaître quelques textiles innovants qui englobent des technologies, qui permettent d'incorporer des capteurs, de la lumière, voilà, donc connaître au moins quelques-uns des matériaux innovants. Alors maintenant, révision sur la nature ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Alors tout d'abord, on va commencer par l'aspect ondulatoire. Donc la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est une onde, alors électromagnétique. Alors dans électromagnétique, il y a le mot électrique, donc champ électrique, et le mot magnétique, champ magnétique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une onde sinusoïdale, caractérisée par le champ électrique et le champ magnétique, qui se propagent tous les deux à la même vitesse. Et qui sont, on dit en phase, c'est-à-dire qu'ils sont maximum en même temps et qui sont minimum en même temps. Alors cette onde qui se propage à la vitesse de la lumière dans le vide, cette vitesse est à connaître, 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Donc c'est une vitesse beaucoup plus importante que la vitesse du son, qui elle est par contre de 340 mètres par seconde. Cette onde électromagnétique, à la différence du son, se propage dans le vide. Parce qu'on sait que pour le son, il faut vraiment un milieu matériel pour que l'onde puisse se propager. Cette onde sinusoïdale, on voit ici, est périodique, donc elle est caractérisée par une période qu'on mesure en secondes, mais elle est aussi caractérisée par une longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, qu'est-ce que c'est? Ça se note lambda, et c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc c'est une distance en mètres. Et puis, une dernière caractéristique, il y a 3 caractéristiques dans un signal sinusoïdal. Il y a la période, la longueur d'onde et la fréquence. Donc la fréquence se mesure en Hertz. Et c'est quoi la fréquence? C'est le nombre d'oscillations par seconde, c'est-à-dire le nombre de périodes par seconde. Ce qui m'amène à définir la première relation à connaître. La fréquence nu, c'est l'inverse de la période. Nu égale 1 sur t. Donc dans cette formule-là, attention, il faut que la période soit toujours exprimée en secondes. Maintenant, comment faire pour trouver cette deuxième relation? Elle relie donc la longueur d'onde, la vitesse de la lumière et la période. Il suffit de partir, je dirais, de la formule de la vitesse. La vitesse, tout le monde connaît que V égale d sur t. Il suffit de remplacer. V, c'est la célérité de la lumière. La distance, la seule distance qu'on ait vue, c'est la longueur d'onde, donc on remplace ça par lambda. Et le temps qui se mesure en secondes, c'est la période. Donc on en déduit que C égale lambda sur t. Donc lambda égale C fois t. Mais comme t c'est l'inverse de la fréquence, ça sera égal à C divisé par nu, avec C 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Donc ça, bien savoir utiliser ces formules,
Je rappelle que la fréquence est en Hertz, la période en secondes et la longueur d'onde toujours en mètres. Donc si vous avez des nanomètres, bien penser à transformer en mètres. Je rappelle qu'un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Voilà pour l'aspect ondulatoire. Pour l'aspect corpusculaire, donc c'est plutôt Newton là. Alors juste l'aspect ondulatoire, pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était une onde? Parce qu'en fait on pensait que la lumière aussi, un peu comme le son, pouvait se propager à travers une toute petite ouverture qu'on appelle une diffraction. Voilà, donc on peut avoir des phénomènes de diffraction, et donc c'est ça qui montre l'aspect ondulatoire de la lumière par Huygens. Et c'était Newton qui était plutôt partisan de l'aspect corpusculaire. Pour lui, pour Newton, la lumière, c'est des particules de lumière, par exemple vertes, bleues, jaunes, etc. Et que ces particules, pour lui, c'est des particules qui n'ont pas la même masse. Voilà. Alors, ces particules, il y en a des visibles et des invisibles. Et elles font partie de cette grande famille qu'on appelle les ondes électromagnétiques, justement. Alors la lumière visible, il faut retenir que c'est compris entre 400 nanomètres pour le violet, ça c'est bien les choses à retenir, hein, 400 on va dire nanomètres pour le violet, ça c'est des choses à retenir, et 800 nanomètres pour le rouge. Donc ça c'est ce qu'on appelle le domaine visible de longueur d'onde. Alors après on a des ondes qui ne sont pas visibles, mais qui sont présentes et qui font partie de la famille des ondes électromagnétiques. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les ultraviolets. Donc les ultraviolets, ça veut dire en dessous du violet. Donc ça veut dire que ça va de 400, on a 400 ici, on a dit, et ça va jusqu'à 10 nanomètres. Ça, c'est le domaine de longueur d'onde des ultraviolets. Ensuite, on a les rayons X, qui sont plus puissants, puisqu'ils ont une longueur d'onde plus petite, on va le voir tout à l'heure, et qui vont, eux, jusqu'à une longueur d'onde de 0,01. Alors c'est toujours en nanomètres, hein, bien sûr. Les rayons X vont jusqu'à 0,01, et ensuite on a les rayons gamma, qui sont encore plus petits que les rayons X, donc plus énergétiques. Ça, c'est pour les ondes électromagnétiques qui sont inférieures au violet. Maintenant, si je me mets au-delà du rouge, alors au-delà du rouge, je vais avoir ce qu'on appelle les infrarouges. Ça va de 800 nanomètres, et là par contre ça va aller jusqu'à 1 millimètre. Donc c'est un domaine d'infrarouge qui est assez grand. Et après les infrarouges, au-delà d'un millimètre, on va avoir les micro-ondes et les ondes radio. Donc les ondes radio, c'est de l'ordre du mètre à peu près. 1 mètre à 10 km. Et les micro-ondes, c'est juste avant, entre les infrarouges et les ondes radio. Alors maintenant, celui qui a mis en évidence l'aspect corpusculaire, c'était Hertz, avec l'effet photoélectrique, c'est-à-dire qu'avec une lampe UV, il a réussi à extraire des électrons d'un métal, et c'est ça qui a permis d'expliquer que la lumière, c'était des particules de lumière qu'on a appelé après, que Einstein a appelé des photons. Et alors qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Il a dit que ces particules de lumière, elles étaient sans masse, sans charge, qu'elles se déplaçaient à la vitesse de la lumière, donc petit c, et qu'elles possédaient une énergie. Voilà ce qu'a dit Einstein. On va voir l'expression tout à l'heure de l'énergie. Et donc, en fait, un photon est absorbé par des atomes. Ici, des atomes de zinc, qu'on avait dit dans notre expérience. Et on va avoir ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Et donc, ce photon va pouvoir arracher des électrons à un métal. Voilà. Alors, pour obtenir ce fameux domaine du visible, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que Newton a fait? Et bien pour ça, il a envoyé de la lumière sur un prisme avec une lentille pour faire converger la lumière, et à la sortie du prisme, on a obtenu un spectre continu de lumière blanche. Ça, c'était avec une lampe à incandescence. Par contre, si on utilise une lampe à décharge, c'est-à-dire une lampe qui contient des atomes de certains éléments, et bien en fait, ces atomes vont réagir avec les photons. Mais là, au lieu d'avoir quelque chose de continu, on va avoir quelque chose de discontinu. On va avoir ce qu'on appelle des paquets. Donc c'est vraiment un spectre discontinu de lumière avec des raies colorées sur fond noir. Alors, comment ça va s'expliquer? Comment ça se fait qu'on va avoir ce qu'on appelle un spectre de raies d'émission? Alors tout d'abord, Einstein a dit que les photons possédaient de l'énergie. Alors cette énergie, elle est comment? Elle est proportionnelle à la fréquence. C'est pour ça qu'Einstein a dit que cette variation d'énergie, cette énergie, en fait, elle est proportionnelle à nu, à la fréquence, et ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck, qui sera toujours donné en exercice, par contre. Cette énergie se mesure en joules. Alors on sait que la fréquence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est égal à C divisé par lambda. Donc on peut utiliser soit cette formule-là, soit cette formule-là.
Et donc ça nous donnera une énergie en joules. Mais l'énergie peut aussi être exprimée en électronvolts. Ça veut donc dire qu'on est obligé de vous donner la correspondance. On est obligé de vous dire que 1 électronvolt, c'est égal à 1,6 10-19 joules. Donc si par exemple on obtient, je ne sais pas moi, 3,5 10-19 joules, il va falloir placer ce chiffre sous les joules, faire un produit en croix et trouver la valeur en électronvolts. Alors ça sera intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que on va utiliser ce type de spectre. On va avoir ce qu'on appelle le spectre d'un atome, avec l'état le plus bas, le plus stable, qu'on appellera l'état fondamental, et puis des états plus élevés, qu'on appelle des états excités. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'état ionisé, c'est-à-dire que l'électron, quand il absorbe un photon, il monte, voilà, il monte vers le haut comme ça, et s'il reçoit suffisamment d'énergie, il va y monter tout en haut, donc il va être extrait en fait. Donc en fait, quand un atome absorbe un photon, la flèche elle monte, comme ça, vous voyez, elle monte comme ça vers le haut. Donc là on dit qu'on a absorbé de l'énergie, mais par contre vous voyez qu'on peut absorber que certaines quantités d'énergie, c'est-à-dire que si on est là, ben, l'électron il va redescendre. Il ne peut pas aller à l'état E2. Il faut lui donner l'énergie suffisante pour aller à l'état E2 ou à l'état E3 ou E4, mais on ne peut pas aller entre les deux. Donc l'absorption, on monte en énergie, on prend de l'énergie. Ensuite, les électrons sont excités. Mais comme ils sont excités, ils vont se désexciter en émettant une lumière. Donc, les raies qui sont vers le bas correspondent à des émissions de lumière. Et donc, on a des états d'énergie. Donc, quand on monte en énergie, on prend une énergie, par exemple, ici, vous voyez, on va de E4 et on part de 1. On fait donc E4 moins E1. Et là, par exemple, ici, comme c'est marqué là, on part d'un niveau E2 vers un niveau E1. Donc, on fera E2 moins E1. Et donc, on calcule une énergie qui est souvent exprimée ici en électronvolts. Donc, ça nous donne une énergie en électronvolts. Donc, grâce à cette conversion, on peut transformer notre énergie ensuite en joules. Et connaissant l'énergie, on peut vous demander, par exemple, de trouver la fréquence ou la longueur d'onde. Donc, bien savoir utiliser cette formule. Voilà. Je vous ai remis le domaine des infrarouges avec des applications, hein, par exemple l'appareil photo autofocus, la caméra thermique. Les ultraviolets, ça sert pour la photosynthèse, l'analyse de repenti sur les vernis, par exemple. On va voir les tableaux tout à l'heure. Voilà. Ensuite, les rayons X. Alors, on a dit que c'était compris entre 10 nanomètres et 0,01 nanomètres. Alors, eux, ils servent plutôt pour les scanners et la radio. Et on avait expliqué aussi à travers des exercices qu'on avait parlé de rayons X durs et rayons X mous. Les durs, c'est ceux qui ont une faible longueur d'onde, parce que vous voyez, hein, si la longueur d'onde est petite, l'énergie est grande. Donc les durs, ce sont ceux qui ont une longueur d'onde petite, alors que les rayons X mous, c'est ceux qui ont une longueur d'onde grande, puisqu'ils seront moins énergétiques. On a dit aussi que le Z, c'est-à-dire que le Z augmente. Ça veut dire que si un atome a un numéro atomique grand, les rayons X vont être absorbés par cet atome. Alors que si le Z est petit, les rayons X vont passer à travers. Et c'est le principe de la radio. Et enfin, ce qu'on devait savoir, c'est en gros des applications en art appliqué, sur la restauration de tableaux par exemple. Et comme vous le voyez ici, vous avez la stratographie d'un tableau, avec son support, la toile, la couche de colle, le dessin sous-jacent, la couche picturale et les différentes couches de vernis. Et là, vous voyez qu'on peut analyser un tableau en surface avec la lumière visible, voir les craquelures par exemple. Les UV vont permettre de voir l'état des vernis et voir si on n'a pas repeint sur vernis, ce qui donnerait des taches noires. Ça donne avec les UV une sorte de fluorescence en fait. Et si on a repeint dessus, ben, on aura une tache noire, on n'aura plus cette fluorescence. Les infrarouges, ils vont traverser le vernis, la couche picturale, ils vont aller jusqu'au dessin sous-jacent, et ça va permettre de voir les traces de fusain, les traces de carbone, voir s'il y a eu des esquisses au départ. Et enfin, les rayons X, vous voyez, ce sont bien les rayons les plus énergétiques, hein, ceux qui ont la longueur d'onde les plus petites, puisqu'ils vont aller jusqu'au support. On va pouvoir voir en fait l'état du support du tableau et voir si les pigments utilisés ont un Z grand, c'est-à-dire qu'ils apparaîtront très blancs sur la peinture. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec une peinture, enfin une analyse de peinture par rayonnement électromagnétique, donc sans destruction d'un tableau. Une autre analyse non destructive, c'est Hagley. Hagley, c'est un accélérateur de particules qui utilise la méthode PIX. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va bombarder des électrons qui vont être projetés à des vitesses proches de la vitesse de la lumière sur les atomes d'une œuvre d'art. Et là,
il va y avoir interaction entre ces électrons et les atomes de l'œuvre d'art, qui à leur tour vont émettre des rayons X et des rayons gamma. Et donc ce rayonnement X et ce rayonnement gamma, il va être analysé sur ce qu'on appelle des spectres. Et on va pouvoir identifier ce qu'on appellera des éléments chimiques majoritaires, donc qui sont présents en très grosse quantité, et ensuite aussi des éléments traces ou éléments minoritaires qui vont nous aider par exemple à déterminer l'origine de telle ou telle matière, et ensuite de pouvoir la dater, de savoir de quel gisement elle vient, de quel pays, etc. Donc c'est vraiment une analyse non destructive qui permet d'analyser des éléments au moins à partir du sodium, c'est-à-dire il faut que le Z soit supérieur à 11 pour pouvoir identifier certains éléments chimiques présents dans la matière. Donc ce spectre d'analyse va donner des pics. Chaque pic correspond à un élément chimique, et ces pics sont des pics énergétiques qui se mesurent là aussi en électronvolts. Voilà, donc connaissant ces pics en électronvolts, on va pouvoir par exemple remonter à l'énergie, la retransformer en joules grâce à ça, et ensuite retomber sur la longueur d'onde. Et donc là, on retomberait par exemple sur des longueurs d'onde qui correspondraient par exemple à des rayons X ou des rayons gamma. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut vous demander sur ce chapitre. Voilà.